Bonjour, une salutation à la distance. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous avez une bonne journée, après-midi, soirée, selon où vous êtes. Bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Au nom de la Confédération panaméricaine de badminton, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre programme Coach Corner. Mon nom est Adrian Gomez et j'aurai l'honneur d'être votre modérateur de la session depuis San José de Costa Rica. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un des entraîneurs les plus connus du badminton à niveau mondial. Je parle de professeur Christophe Jean-Jean de France, qui nous présentera un sujet très intéressant pour tout le monde, pour tous nous les entraîneurs. Et ce sujet, c'est sur le processus et les chemins de voie pour les joueurs en route sur Paris. Alors, la route des joueurs jeunes en France et le chemin vers Paris 2024. Alors maintenant, avant de donner la parole à notre invité, je voudrais faire un petit sommaire sur son expérience, ainsi que son parcours sur le badminton. Tant que joueur athlète, Christophe a achevé le top 10 sur le ranking mondial en double mixte. Et tant qu'entraîneur de l'équipe en France, en la catégorie sub-19, il a gagné 2 fois en 2017 et ainsi qu'en 2018 les médailles d'or à les championnats d'équipe européenne. Je voudrais aussi dire qu'il a gagné la médaille d'argent en single homme avec Christophe Popov lors de World Junior 2019 à Kazan. Actuellement, il travaille en tant que directeur de haute performance de la Fédération française de badminton. Mais bon, sans plus tarder, nous vous donnons la parole à professeur Christophe. Bon après-midi Christophe, bienvenue à notre programme. Merci d'être avec nous et d'être avec notre audience et de nous accueillir depuis chez toi. Je sais que l'heure est tard à Paris. Merci beaucoup Adrian, merci à tous les traducteurs. Je suis très content d'être ici avec tous mes amis de badminton cet après-midi pour moi. Je suis à Paris et c'est 22 heures actuellement. Et donc, bonsoir à tous les amis français. Hola, muchas gracias todos amigos. Et merci beaucoup en anglais à tous mes amis anglophones. Alors, je vais commencer cette présentation en vous disant que nous avons commencé il y a 20 ans en France un projet à long terme. Et nous étions 4 ou 5 dans cette table et que nous demandons qu'est-ce qui serait l'objectif à long terme pour les badminton au futur. Et évidemment, nous ne le savons pas, mais nous ne savons pas que seront les Jeux olympiques à Paris. Et donc nous n'avons aucun choix que d'établir un standard très élevé. Et parce que nous sommes parmi les nations les meilleures du monde, et nous devons mettre un bon standard. Alors, disons que il y a 20 ans, nous n'avions aucune place à ce moment-là sur les badminton. Et seulement pour tous nos amis qui sont en train de nous écouter, de tous les pays qui sont en train de trouver leur chemin pour le développement de badminton de haut niveau, je voudrais vous dire à ces personnes que tout est possible. Mais qu'il a besoin de beaucoup de travail, beaucoup de force, beaucoup de discipline, et il faut croire aussi. Mais tout est possible, et il faut cela prendre que du temps. Et cela vous donnera le temps d'achever ce que vous voulez. Mais nous sommes encore sur le chemin des processus et encore sur la route. Nous sommes sur des petits pas pour arriver à des hauts niveaux pour compétir et compétir avec les pays de la région d'Asie. Donc il reste encore du travail à faire. Et il nous reste encore du travail à faire avec la Fédération française de badminton
Et nous avons beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de besoins de travail aussi. Donc maintenant, je vais partager mon écran avec vous et pour vous montrer mon PowerPoint. Et j'essaierai d'être le plus précis possible pour que vous regardez les mondes que nous sommes en train de suivre lors de notre développement de badminton pendant ces 20 ans. Alors, ceci a été fait pour les fédérations françaises. Nous avons environ 200 000 membres enregistrés. Nous sommes entre les 5 ou 6 sports les plus joués en France à ce moment ici. Et depuis ces montants d'années, nous sommes parmi les sports les plus pratiqués en France aussi. Parce que tous les enfants ont joué de badminton au moins quelques années grâce à leur programme de l'école. L'association est à peu près comme toutes les autres associations. Il y a un conseil ainsi qu'un comité administratif. Et il a un budget d'environ 8 millions d'euros. De ces 8 millions d'euros, 2 millions d'euros sont dédiés pour le haut niveau. Et avec ces 2 millions d'euros, chaque année, nous avons un contrat de performance qui est avec le ministère de sport, qui se dit environ 1 million d'euros qui provient de ce ministère. Et nous dédions cet argent pour le développement de la formation de haut niveau de l'Association française de badminton. Et ainsi que les autres groupes que nous sommes en train de développer aussi. Nous avons une division technique composée de 28 techniciens. Nous ne sommes pas payés par l'association française, nous sommes payés par le ministère du sport, mais nous travaillons pour l'association française. Et donc ce sont les spécificités de tous les sports en France, surtout pour l'association olympique. Nous avons 26 personnes qui font partie de notre personnel qui travaillent sur les maintenances et la gestion de notre association française, telle que secrétaire, etc. La France est divisée en comités, on l'appelle département. Et j'appartiens des unes, donc sont 61 départements ainsi que 18 régions. Et ainsi que des régions des Outre-mer dont je vais parler un peu plus tard. Nous avons environ 12 000 clubs par tous les pays. Et parmi ces 12 000 clubs, nous avons 800 écoles de jeunesse. Ces écoles de jeunesse, ou youth schools, ce sont qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des clubs qui prennent un certain nombre de jeunes joueurs et les aident à les développer parmi un relais dédié développé par l'association française. Et ils sont le titre de école de jeunesse. Et parmi ces écoles, nous avons 800 écoles de jeunesse et nous avons des 50 clubs à venir. Clubs à venir, c'est là où nous identifions, pendant le processus d'identification, les jeunes joueurs qui sont très talentueux, avec un certain nombre de heures de pratique, et nous prenons charge de ces étudiants, de ces joueurs, où nous avons ces jeunes espoirs de sport. Alors, ceci c'est la façon comme nous implémentons le projet de performance. Alors, nous prenons les charges des étudiants U11, U13, U15. Alors, ce projet est lié avec les régions. Après, nous avons l'accès
à l'haute performance, que c'est pour les joueurs qui sont moins de 17 ans et 19 ans. Et celui-ci, c'est à niveau national. Et ces deux projets euh, sont pour tous les athlètes qui sont âgés moins de 19 ans et sont implémentés dans un projet d'élite haute performance, que c'est pour les joueurs seniors. Et bien sûr, celui-ci, c'est à niveau national. Et après, nous verrons où est-ce que les joueurs seront placés dans tous les pays. Et comme vous le savez peut-être, la session olympique sportive de la France est toujours liée avec le ministère du Sport. Nous travaillons étroitement avec le ministère du Sport pour gérer la performance. Et chaque 4 années, nous faisons notre chemin vers les Jeux olympiques avec tous les outils, les projets, ainsi que les ressources financières et humaines qui sont dédiés pour les 4 ans à suivre. Dans notre... pendant ces 5 à 6 années dernières, nous avons travaillé pour établir quelques réglementations et documentations de réglementation que nous n'avons pas avant. Et tous les collègues qui travaillaient dans les associations françaises, spécifiquement dans les hauts niveaux, et bien sûr ceux-ci qui travaillaient pour l'éducation des coachs, ont travaillé vers la production des régulations ou réglementations. Alors ceci, c'est une réglementation générale, ce sont les directives techniques nationales qui sont bleues. Leur objectif, c'est d'établir la façon principale générale d'implémenter les ressources pour l'autre niveau. Nous avons des directives techniques, nous avons une orientation d'autres niveaux techniques. Ces orientations sont à peu près un module de performance. Et tous les joueurs et tous les coachs et toutes les structures qui sont en train de gérer l'autre niveau. Et les dernières questions, nous sommes en train de travailler sur c'est pour les jeunes joueurs de haute performance. C'est aussi très important parce que ceci est présent sur le site web de la Fédération française de badminton. C'est un lien disponible à tout le monde et vous pouvez regarder. Et c'est chemin pour les jeunes joueurs de haute performance et vraiment celui lesquels nous sommes en train de regarder et qui nous guide tout le temps et que nous souhaitons que tous nos coachs le suivent. C'est divisé par âge, quelle habilité ou capacité on doit développer à 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Avec des exemples, des exercices, etc. Donc, elle établit tous les programmes pour le développement jusqu'à leur niveau. Celle-ci est maintenant la structure de haute performance que vous pouvez trouver en France. La première, ce sont les locales. Les clubs à venir, nous avons environ 50 de ces clubs en France. Et parmi ces clubs, nous pouvons trouver environ 80 à 90 jeunes joueurs âgés entre l'âge de 9 à 11 ans. Les meilleurs joueurs de ces clubs à venir sont redirigés, je vais parler un peu plus tard de ça, de ces clubs à venir vers les pôles espoirs. Et ces pôles espoirs, il y a 9 pôles espoirs parmi tous les territoires du pôle et des administrations. Et après, à niveau national, nous avons deux structures. Le pôle France en est dédié que pour les singles. Donc nous avons les meilleurs les U17 et U19 et qui c'est situé à Bordeaux. Et l'autre c'est le pôle France de Strasbourg qui est seulement pour le double. Nous avons décidé il y a 3-4 années avant que
que nous devons faire sa différenciation pour les singles et doubles qui sont âgés de moins de 17 ans parce que nous avons découvert que de développer les disciplines en même temps, nous perdons des temps pour arriver à un haut niveau. Donc nous avons décidé qu'après pour l'espoir, c'est-à-dire après les 16 ans, ils ont décidé s'ils vont aller vers simple ou vers double. Ou une double carrière, et nous ferons la différenciation selon le pôle. Et les meilleurs joueurs athlètes de ces pôles France vont aller vers les seniors que c'est basé à Paris, sur le centre national, où nous avons 26 athlètes olympiques. Alors ceci, c'est les structures que nous avons maintenant. Alors vous pouvez regarder les maps de la France. Nous avons les niveaux les centres de haute performance à Paris, les deux en bleu, ce sont les hautes performances qui sont pour moins 19, moins 17. Nous avons à Strasbourg et à Bordeaux, et après nous avons tous les centres régionaux qui sont situés par tous les pays. Alors les badminton dans quelques parties n'est pas si développé, donc nous sommes en train de les préparer, mais pour le moment ces régions où ce n'est pas encore développé n'ont pas leur propre pôle sport. Et donc nous sélectionnons les meilleurs joueurs de chaque pôle sport en France. Et des fois des pôles France aussi, ils viennent de toutes ces régions, et comme vous le savez peut-être, dans les régions d'outre-mer, ils sont liés toujours avec les régions continentales, via des confédérations. La confédération de Guadeloupe et Martinique sont liés avec Badminton Panamérica, et Nouvelle-Calédonie sont avec les pays de l'Océanie. Alors j'ai Olivier Vin, qui est un de mes collègues, qui est chargé de développement et relations internationales. Ces régions sont très éloignées de nous, bien sûr, et c'est très difficile pour nous de les intégrer complètement. Alors nous plaçons toute nos confiances à la Confédération continentale de développer ces régions. Et aussi nous essayons toujours de toujours établir des communications avec les fédérations continentales, avec des camps d'entraînement, des activités, pour maintenir la communication. Alors, qu'est-ce que le chemin de détection? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça date d'il y a 12 ans, et nous avons établi un objectif très ambitieux. Une des questions que nous nous posons toujours, c'est quand, comment, est-ce qu'on va faire l'identification des joueurs qui ont des grands potentiels, et comment est-ce qu'on les fait. Donc je vais parler un peu sur le chemin de détection que nous avons, notre parcours de détection, et ceci c'est la façon quand nous faisons la détection d'un joueur dans son club. C'est son parcours, son chemin à suivre pour arriver à Pôle France et pour les sélections finales. Donc nous commençons toujours dans les clubs, et c'est définitivement avec les écoles de jeunesse. Et quelques parmi les meilleurs joueurs, nous détectons lesquels ont le meilleur potentiel que les autres, et nous les passons vers les clubs à venir, qui sont environ 50 dans toute la France, qui ont chacun environ des 11 à 14 joueurs, donc environ 160 joueurs. Donc est-ce que ce n'est pas trop nombreux? Nous essayons d'augmenter ce nombre, parce que nous pensons que ce n'est pas suffisant pour avoir des joueurs de réserve, parce qu'on est en train de perdre des personnes qui quittent le sport. Donc nous essayons d'augmenter le nombre de joueurs dans les clubs à venir. Après nous avons les 9 pôles espoirs, et dans les pôles espoirs nous avons c'est environ 80 joueurs âgés entre l'âge de 14 et 18 ans. Et la plupart de ces joueurs viendront de les clubs à venir, mais aussi peuvent venir aussi depuis leur école. Après nous faisons
Nous, ce n'est pas nécessaire de suivre tous ces parcours strictement. Ils peuvent venir depuis des autres sources aussi. Mais c'est toujours recommandé de suivre les parcours parce que les, pas parce que les joueurs seniors ont leur propre chemin pour leur développement, leur parcours de développement. Et alors nous devons prendre par des étapes pour que tous ces joueurs puissent nous joindre lorsqu'ils se développent bien leur parcours. Alors après Pôle Sport, nous sommes deux Pôle France et de ces Pôle France, nous avons 30 joueurs pour simple et 15 et 15 pour simple et pour double. Et nous avons décidé d'augmenter les limites pour ces deux Pôles France parce que parmi une de nos études, nous a démontré que nous pouvons avoir accès à des hautes performances jusqu'à l'âge de 22, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas accès après l'âge de 22, mais la plupart des joueurs arrivent à leur apex des performances à l'âge de 20 ans. Et c'est pour ça que nous donnons l'opportunité à tous ces athlètes de se développer jusqu'à l'âge de 22. Après le Pôle France Haute Performance qui est à Paris, nous avons au moment 20 athlètes et qui sont pour tous les événements, des simples et doubles mixtes aussi. Et ils peuvent rejoindre à ces strata avec le niveau qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ça ne veut pas dire que les personnes qui sont âgées de moins de 17 ans ou de 15 ans ne peuvent pas rejoindre. S'ils sont un très fort potentiel, nous pouvons les sélectionner pour entrer pour les intégrer dans les centres de performance à Paris. Et dans ces hautes performances Pôle France, nous essayons d'implémenter un système individuel qui est adapté à chaque athlète de façon individualisée. Et bien sûr, nous avons Paris, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, et notre objectif est d'obtenir une médaille à Paris. Et nous pensons que si nous travaillons très fortement pour cet événement, nous avons une chance d'achever cet objectif. Bon. Si nous revenons au club à venir, qui sont la réglementation de le parcours de développement pour le haut niveau, nous avons établi des cahiers et tous les coachs dans ces clubs à venir, ce sont des cahiers que les coachs des clubs à venir doivent suivre. Et notre association les aide de façon financière et avec d'informations à tous ces coachs qui participent dans ces clubs à venir. Alors, nous traitons avec des joueurs qui sont âgés entre 11 et 14 ans. Et nous sommes des clubs bien structurés, bien capables de traiter de développer des joueurs à un très haut niveau. Et pourquoi? Parce que nous avons un ou deux joueurs qui sont de très très haut niveau. Qui nous identifions d'avoir un très haut potentiel. Alors notre cahier nous dit que nous devons implémenter 4 sessions par semaine avec un minimum en session individuelle. Ils ont à être présents dans des camps d'entraînement avec des coachs. Ils doivent participer au moins à 5 compétitions au tournoi avec leur coach. Nous mettons beaucoup d'efforts de faire que les coachs suivre le parcours parce que ce n'est pas seulement de la part des athlètes mais aussi de la part des coachs parce que quand on sélectionne l'athlète on essaye d'amener les coachs avec nous aussi et aussi bien sûr ils doivent suivre les programmes d'excellence françaises qui doit aller il doit se soumettre à une évaluation 2 fois par an. Et aussi regarder la façon dont les structures sont préparées pour ces athlètes. Alors ce sont les bases et les fondations de notre projet et donc la façon dont nous travaillons avec ces jeunes athlètes. Donc après nous avons pour le Pôle France et nous avons des cahiers aussi
pour la structuration de ces jeunes athlètes. Et les cahiers sont très stricts, alors nous essayons de l'implémenter. Des règles, par exemple, des règles des pratiques, des contenus d'entraînement physique, des entraînements tactiques, techniques, implémentation pour le moment, actuellement depuis 12 ans, pour des projets pour les joueurs et les athlètes à niveau national. Cela veut dire que les athlètes et les joueurs ont un projet de préparation mentale et les autres projets qui sont en train de travailler avec la fédération. Et ces réglementations est révisée chaque année et aussi elle évolue aussi depuis quelques années. Alors nous devons réviser cette réglementation chaque année. Le schéma de détection est aussi quelque chose qui commence dès les plus petits niveaux dans les départements en France. Nous organisons aussi des sessions d'identification des meilleurs joueurs dans les plus tendres âges, qui sont les plus jeunes âges qui sont 11 ans. Et donc le chemin de détection pour le département, après les meilleurs potentiels, c'est à niveau régional, les meilleurs potentiels de ceux-ci, dans les entraînements, les camps d'entraînement interrégional et aussi les camps nationaux aussi, qui a lieu chaque année avec environ 50 athlètes. Et de ces camps nationaux, nous faisons l'identification pour situer les joueurs, les athlètes dans les clubs à venir et dans les clubs où identifier les clubs où ces athlètes sont placés actuellement. Mais aussi nous avons les SAN, que c'est un programme spécial qui programme les joueurs avant d'entrer dans les pôles espoirs. Et cela veut dire qu'ils viennent depuis le département et 11 athlètes, quand ils sont identifiés dans les chemins, nous sommes toujours à la recherche que toutes les personnes peuvent être développées. Et la fédération est toujours à la recherche d'augmenter le nombre des athlètes qui peuvent entrer dans les pôles espoirs. Et là, on a une certaine réglementation des athlètes qui peuvent entrer, la réglementation, le contenu de l'entraînement, et chaque année, pendant 3 ans avant de commencer leur entraînement dans les pôles espoirs. Alors, celui-ci, c'est plus précisément, ceci, c'est le contenu de la détection. Alors, ceci, c'est les modèles que nous avons établis. Et nous savons que nous devons aussi penser chaque année si nous sommes sur le bon parcours. Aussi, nous devons faire des petits ajustements à ces contenus de détection. Alors, nous commençons avec les joueurs qui sont âgés moins de 9 ans. Par exemple, s'ils sont bons des raquettes, le fight, square, net, le filet, petit exercice que nous implémentons dans les champs pour les U9 et U10, moins de 9, moins de 10. L'objectif, c'est de détecter les joueurs qui ont une bonne technique des raquettes. Ceux qui ont de bonnes raquettes, quand on parle de bonnes raquettes, on parle des bonnes qualités, des gestions techniques, la façon comme il bouge, qu'il contrôle le volant. Donc, il parle beaucoup des aptitudes techniques. Après, c'est ce qui ont fait les meilleurs parmi ces groupes, les meilleurs des bons raquettes, sont allés vers des camps d'entraînement et pour regarder les autres aptitudes. Et plus spécifiquement, nous regardons les aptitudes mentales, la capacité mentale, qui sont bons joueurs de sport, bons compétiteurs. Pourquoi? Parce que ceux-ci feront que les joueurs durent longtemps dans la pratique du sport. S'ils savent compétir, vont se transformer dans son joueur d'élite. Ils ont un parcours très long à suivre. Ils doivent être capables de pratiquer pendant 15 ans, 4 heures par jour,
être lié avec des autres habilités, capacités. Des autres aptitudes seront développées s'ils sont de bonnes aptitudes et capacités mentales. Et s'ils sont contents, s'ils sont en train d'implémenter les motivations pour être dans une bonne compétition. Et bien sûr, après les techniques de bonnes raquettes et la qualité de déplacement de leurs pieds, avec les pieds, nous avons mobilité, nous avons regardé quel est l'environnement dans lequel ils sont en train de s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'un mauvais environnement, c'est quelque chose qui affecte leur développement. Le coach ou peut affecter la possibilité de pratiquer. Les parents peuvent affecter aussi. Les parents sont très importants sur le développement d'un jeune joueur. Alors, c'est aussi très important d'évaluer si c'est un facteur positif pour les étudiants. Alors après, on regarde pour le DAI, c'est moins de 10, moins de 14, de regarder les habitudes physiques, la capacité, les niveaux de capacité d'entraînement, la capacité des mouvements des pieds aussi, ainsi que la capacité physique. Ce sont lesquels avec nous travaillons. Peut-être nous devons changer quelque chose sur ces parcours. Nous faisons une évaluation chaque année afin de pouvoir établir si nous sommes sur la bonne voie. Mais cela ne veut pas dire que nous allons développer que des joueurs pour détecter les joueurs. Ce n'est pas quelque chose que c'est fixe, mais nous devons faire un choix et nous faisons ce choix à ce moment-là. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous faisons la détection à niveau national, après pour le SAN. Et nous sommes. Alors, nous préparons un profil pour chaque joueur, chaque athlète. Alors, nous regardons où sont les bonnes aptitudes, tactiquement, mentalement, physiquement, afin de voir, afin d'être capable de suivre, de faire un suivi pendant ces 3 ans. Pendant ces 3 ans, nous implémentons des 3 camps d'entraînement par an, où nous faisons l'évaluation des joueurs et ainsi pour aider les coachs à améliorer leurs aptitudes aussi. Alors, nous avons un camp de compétition top élite pour niveau où nous avons les filles qui jouent contre les garçons. Nous avons des petits problèmes avec la participation des filles, comme tous les pays en Europe, je pense. Et nous essayons d'implémenter une plateforme spécifiquement pour les filles. Et le nombre de filles à niveau compétitif n'est pas suffisant en France. Et donc, pour le moment, on participe qu'entre eux, mais on essaie de les faire participer avec les garçons. C'est pour leur bénéfice, non seulement pour la pratique, l'entraînement, mais aussi pour la compétition. Et après, quand on voit sur les chemins ou le parcours d'une structure vers l'autre, alors nous avons des 3 structures principales, les clubs à venir, les pôles espoirs. Après, nous avons les pôles espoirs vers les pôles France, et pour les moins de 19 ans, et après nous avons les pôles France. Et après des moins de 17 à 19, nous avons des pôles France pour le INSEP. Alors au début, comme je dis, on regarde pour le SAN via l'évaluation des aptitudes des joueurs. Pas forcément avec nous, mais les aptitudes de développement des habilités et les aptitudes de joueurs. L'objectif, c'est de ne pas les pousser trop, de les mettre trop de stress, mais on doit un peu on les pousse vers un bon développement parce qu'on doit augmenter leur niveau, vers un autre niveau. Mais on fait beaucoup d'attention à ne pas mettre trop de stress, alors de dépression.
Et après, quand ils vont vers les pôles espoir, vers les pôles France, des régionales vers le national, et après, quand on a certains critères d'investigation, des recherches, afin qu'ils puissent passer des pôles espoir vers le pôle France national. Mais après aussi, nous avons des camps d'évaluation où nous utilisons un profil araignée et c'est à peu près comme les Sahel. Et nous savons quels sont les profils de chacun de ces joueurs. Et c'est à peu près après le même niveau tactique, technique, physical-mental. Et après, on passe vers des régionales nationales. Et nous commençons à mettre un peu des pressions sur ces critères de sélection, mais aussi on regarde sur le développement des aptitudes. Et les pôles France, pour être sélectionnés pour pratiquer dans les centres de haute performance à Paris, alors nous avons beaucoup de critères maintenant dans ces centres et les critères de sélection sont très élevés. Nous les révisons ces dernières années et nous savons que c'est très élevé. Alors, nous avons notre réponse des 1 minute. Alors, on va passer à la question des trivia. Alors, je viens de remarquer l'heure, alors je vais aller un petit peu vite parce que sinon, nous n'aurons pas le temps pour la question-réponse. Alors, j'ai parlé de ça déjà, j'ai parlé un peu sur les contenus. Nous parlons sur l'orientation de performance technique. Nous centrons sur 4 choses. Les orientations sont situées dans tous les pays, ont lieu dans tous les pays. Si vous avez en parlant avec des coachs qui sont en train d'entraîner des joueurs, des jeunes joueurs potentiels, nous essayons de guider les contenus de leur entraînement. L'objectif, c'est de gagner la bataille. Nous commençons avec cet objectif. C'est de commencer avec les projets et donner les outils, toujours avec l'objectif de comment est-ce qu'on peut gagner la bataille. Alors, nous faisons l'identification de quelques noms. Il y a eu pas mal de formations en France et toujours qui avait lieu avec tous les objectifs que nous devons achever. Et tout est lié, bien sûr, avec la sensation, avec comment est-ce qu'on joue les jeux. Nous devons regarder avec tous les joueurs, qui sont des personnes qui sont toujours, qui connaissent les jeux. Et ces sensations de comment est-ce qu'on gagne la bataille, comment on joue les jeux. C'est difficile avec les joueurs, avec toutes les décisions qu'on met sur les joueurs, qui entrent dans l'esprit du jeu. Et les conclusions, les difficultés que nous trouvons, la conclusion principale, que selon les objectifs que nous avons établis il y a 10 ans, bon, bien sûr, le niveau des jeunes joueurs est en train d'augmenter, mais c'est une pas très grande de passer vers un jeune joueur, vers un joueur senior. Et nous avons quelques difficultés de mener des jeunes joueurs vers un joueur senior. Alors c'est un sujet principal, les discussions, quand on parle avec nos collègues, comment est-ce qu'on peut faire que les jeunes joueurs de haut niveau continuent à être des joueurs seniors de haut niveau. Les difficultés que nous avons eues sont les mêmes que l'état mental est trop faible et la plupart des joueurs et des coachs n'étaient pas prêts pour les hautes performances. Et cela arrive trop souvent. Et on a aussi des problèmes techniques, tactiques. Et parce que nous avons des critères techniques, tactiques, donc on parle sur la fondation, les bases techniques, tactiques. Et donc, ce n'était pas si contrôlé afin d'arriver à ce niveau. Donc, quand nous implémenté les stratégies, ils n'étaient pas adaptés à un autre niveau.
Alors notre objectif principal est bien sûr d'être une potence mondiale pour le badminton, de gagner des médailles à niveau mondial et olympique aussi. Mais pour faire ça, nous devons établir un bon projet afin d'obtenir ces, ces médailles. Alors ceci, c'est notre objectif principal pour le moment. Alors nous avons des personnes qui sont dans un autre niveau, qui connaissent bien les jeux, mais aussi qui connaissent très bien la sensation du jeu. Alors nous allons vers l'éducation des joueurs aussi. Excusez-moi, je parle un peu rapidement. Alors nous n'avons pas aucun contrôle de comment est-ce qu'il peut arriver, un contrôle précis sur comment il peut arriver à avoir un bon niveau. Et alors parce que nous n'avons pas des objectifs fixes à un jeune âge, si il y a beaucoup de complexités liées que nous n'avons pas bien identifiées. Alors par exemple, nous avons complètement établi quels sont les groupes ou les sets des connaissances techniques tactiques, connaître bien les jeux, ainsi que contrôler bien les contenus d'entraînement avec la mentalité on doit jouer pour gagner la bataille, avoir une bonne variation et de prendre l'initiative et d'être très créatif. Nous voyons aussi surtout la différence quand c'est dans les plus hauts niveaux, parce que tous les joueurs à ce niveau ont à peu près les mêmes techniques et niveau tactique et aptitude physique très élevée. Non? Et ils ont toujours les aptitudes mentales, physiques et bonne défense, bonne technique, et qui peut mener ces aptitudes à les jeux pour gagner la bataille. Alors, qu'est-ce qui sont nos besoins nécessaires? Définir des priorités pour la formation des jeunes joueurs et d'aider à coach à les implémenter, c'est un problème que nous avons. Et la formation de coach aussi. Et nous devons partager une plateforme de coaching pour les coachs. C'est que ça prend du temps aussi de préparer un langage en commun et avoir un œil en commun aussi, un regard en commun. Et nous devons créer un langage en commun afin de pouvoir travailler ensemble, parce que nous sommes toujours une meilleure équipe quand nous avons un langage en commun. Et aussi développer un critère d'évaluation et d'analyse pour tous les parcours. Quels sont les principes principaux que nous avons? C'est pour gagner la bataille, elles sont celui-ci. Nous avons établi 10 principes, grands principes. C'est de participer avoir la bonne coopération de l'entraînement. Nous avons des fois des joueurs qui sont toujours l'un contre l'autre, ils ne travaillent pas sur la coopération dans les jeux. Avoir les mêmes niveaux de joueurs dans la session d'entraînement, c'est difficile pour le club, parce que nous avons beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans les mêmes niveaux. Alors donc des fois nous regardons, donc nous avons un groupe de joueurs dans un club, et on va les mettre dans un club parce que nous pensons que ça sera mieux pour ces athlètes. Alors de développer des besoins ou des principes permanents aussi. C'est toujours de revenir vers une station de compétition. L'entraînement, c'est pour la compétition, et ce que nous faisons dans l'entraînement doit toujours être lié avec ce qui va arriver dans une situation de compétition. Donc, nous souhaitons toujours intégrer ces demandes émotionnelles qui vont passer sur ces compétitions dans l'entraînement. Pourquoi? Parce que c'est là qui arrive sur les très hauts niveaux. Pousser les joueurs à prendre l'initiative et ne pas être passifs. Et c'est comme ça que les athlètes seront bien plus capables de gagner la bataille aussi. Nous souhaitons aussi entraîner les langages corporels aussi de nos athlètes. Nous souhaitons travailler avec les athlètes et trouver leur propre rituel de bataille aussi. Chaque joueur est très individuel. Nous ne souhaitons pas passer vers un facteur individuel. Et nous souhaitons aussi les apprendre comment être des bons joueurs pour gagner. Ce n'est pas suffisant seulement de gagner dans le terrain. Sur le terrain, c'est aussi gagner hors le terrain. Donc c'est une attitude qui doit toujours être avec eux.
celui-ci qui s'adapte le meilleur sera lequel qui va arriver, ou qui a les meilleures chances d'arriver à cette très haut niveau élite, au niveau d'élite. Alors, ce que nous avons, notre critère, alors c'est de la pouvoir de capacité d'analyse et les besoins de conquête aussi. L'évolution du jeu, c'est d'avoir une initiative des moitiés du corps vers le front court. Alors, c'est très important dans ces parties qu'ils sont très réactifs, d'avoir beaucoup de confiance, de créer, d'être créatifs et ainsi de prendre de bonnes décisions. Nous essayons de les entraîner, d'être sur la partie mid-court et front-court, d'être très confiants, confiance sur soi-même, fort, créative. Cela veut dire que nous devons encourager à nos athlètes de faire beaucoup d'erreurs au début. De ne pas être très fort que dit et non, mais si tu as fait une erreur, tu ne dois pas le faire, non. Fais une erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est là comment on apprend. En faisant des erreurs, celui qui fait beaucoup d'erreurs sera lesquels qui va essayer toujours la meilleure option. Et c'est aussi qui aura la meilleure chance de réaliser le niveau que nous souhaitons. Aussi d'être courageux. C'est-à-dire avoir la confiance en soi-même pour gagner la bataille, c'est important. Et c'est important de développer nos joueurs, d'avoir les bonnes capacités et aptitudes dans ces espaces. La philosophie que nous avons de connaître bien le jeu, le feeling of the game, c'est des joueurs tant qu'une personne stratège, de bouger avec du rythme et de frapper pour déstabiliser l'opposant. De commencer à frapper depuis le jeune âge pour aller sur le filet, mais après c'est des jeux pour déstabiliser l'opposant. Alors, c'est ceci qu'on peut trouver sur notre parcours de notre jeune joueur. Et je vais aller un peu plus vite parce que on n'a pas trop de temps. Alors, nous avons des habilités d'anticiper les frappes suivantes, d'utiliser les réactions entre les jeux aussi, et très excellent avec les premières 4 frappes. Aussi d'avoir un bon tempo de déplacement de pied, aussi avoir un bon split step, et aussi ainsi que d'utiliser le jeu des pieds avec la frappe pour avoir le contrôle du jeu. Aussi, nous emphatisons l'utilisation des bons contrôles des doigts aussi, ainsi que l'utilisation des roues aussi. Donc c'est là-bas avec tous les principes. Donc c'est un sommaire de ce qu'on avait dit déjà. Alors, les derniers objectifs que nous avons, c'est assurer la progression du joueur ainsi qu'un développement harmonieux, c'est-à-dire que nous essayons de que chaque développement de chaque joueur soit fait sur leur propre parcours, sur leur propre chemin. Donc, nous ne parlons pas d'individualité, c'est-à-dire nous laissons que les aptitudes soient sur la table et qu'elles utilisent selon leur propre style. Nous ne souhaitons pas d'avoir d'un joueur clone, c'est-à-dire qu'il utilise toujours le même style, les mêmes aptitudes, les mêmes choses. Nous souhaitons que chacun trouve son propre personnalité et son propre style. Alors, ce sont les outils que nous implémentons, mais comme dans tous les pays qui participent sur les badminton et dans les vidéos, ils font partie des ressources, des ressources que nous avons. Donc, nous faisons beaucoup de ressources scientifiques pour le jeu et nous essayons de faire anticipation d'ici à 10 ans parce que les jeux seront échangés aussi. Donc, on a bien plus de professionnels qu'il y avait avant. Donc, nous essayons de faire une analyse scientifique maintenant et de aussi anticiper et qu'est-ce que sera les badminton au futur. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté
Je pense que c'est le temps de passer à la partie des questions-réponses. Bon, merci professeur, très intéressant. Et vraiment, je voudrais... Il en a beaucoup de questions, mais malheureusement, je vais choisir quelques questions par monsieur. Norbert d'Argentine nous pose la question. Actuellement en France, quel est le pourcentage de participation pour les badminton parmi la jeunesse? C'est-à-dire la formation de clubs qui forment partie d'un club. Alors, de jeunes hommes qui participent, des enfants qui participent dans les clubs, il n'y en a pas beaucoup qui font partie d'un club. Alors, ceci, c'est une de nos besoins, exigences maintenant, c'est d'y aller vers les écoles et d'essayer de motiver tous les jeunes élèves des écoles de pratiquer du badminton ou d'appliquer les badminton qui sont et de les suivre dans les clubs. Mais pour le moment, c'est quelque chose c'est un des sujets qui nous devons suivre, d'augmenter la participation de la jeunesse sur les badminton. Alors, précisément, nous avons ces situations dans tous les pays de l'Amérique latine et je voudrais te poser une question aussi, bon, question globalisée ou générale. Je pense que les structures que vous avez développées, c'est quelque chose de robuste, c'est très bien développé. Et c'est là que j'ai remarqué, c'est l'importance que vous donnez dans tous les niveaux, surtout quand vous parlez que 20% de budget est dédié pour leur performance et le reste c'est dédié dans tous les autres processus. Et quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le soutien que vous avez pour tous les joueurs, non seulement pour les joueurs mais aussi pour tous les coachs aussi. Ayant dit ça, dans ces structures, est-ce que vous pouvez nous commenter les résultats positifs que vous avez eus lors de la création de ces structures et comment est-ce que cela a marché au fur et à mesure de ce processus? Du début, c'était un peu difficile des fois, mais oui, mais les coachs sont clés pour les projets, pour un projet comme ceci. Et parce que les meilleurs qui on entraîne nos coachs, les meilleurs les connaissances et les meilleurs que nos joueurs seront. Et nous avons commencé du début avec les jeunes joueurs, en association avec leur coach. Donc chaque fois, on est avec nous associations d'invités au coach des invités pour 1, 2, 3 jours au moins. Et en même temps, nous essayons d'entraîner aux joueurs. Nous aussi traitons avec les entraîneurs et des fois nous ne parlons pas la même langue, mais nous essayons de parler la même langue, c'est notre objectif, mais nous faisons des échanges avec ceux et lors de ces échanges nous pensons que nous partageons ces cultures de haut niveau. Ça prend du temps, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est non seulement de développer un ou deux joueurs, mais pouvoir être nous renforcer tant que nation. Mais bien sûr, ça prend beaucoup d'argent. Et pour ce moment, ça prend beaucoup d'argent pour tous les pays, c'est sûr. Et nous avons plein de ressources humaines qui sont dédiées pour l'association des badminton françaises, pour ces personnes qui arrivent vers leur niveau. Et c'est la besoin de beaucoup de ressources humaines. Mais à la fin, chaque haut niveau, chaque joueur d'élite doit avoir leur propre structure avec un préparateur physique, un coach, même que pour le tennis. Donc nous croyons que c'est le chemin à suivre, mais nous ne sommes pas à cette hauteur maintenant. Et c'est pour ça que nous sommes d'implémenter un programme d'identification, un parcours d'identification aussi de détection, parce que nous ne savons pas si nous sommes en train d'entraîner les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions possibles. Merci professeur Christophe. Nous voudrons vous remercier. Nous avons 1 minute dans notre temps, donc si vous avez un message à donner à vos collègues entraîneurs qui sont en train de regarder ces transmissions.
Bon grand remerciement à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter. Je vais revenir, je pense, à tout ce tout ce qui est important pour nous. C'est sur le terrain de badminton. Donc, nous pourrons dire tout sur papier, tout ce qu'ils ont dit, mais de le penser à l'action, c'est le plus important. Donc, c'est être avec les joueurs, avec les coachs, avec les besoins de motivation. C'est le plus important. Si, de ce moment, si, tant qu'un coach, nous devons croire. Il faut croire. Il faut croire que notre joueur peut passer ses limitations. Si nous souhaitons, si on veut, si on croit, on va travailler bien fort et tout est possible. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, personne en France croyait que nous pouvons gagner sur les personnes de Danemark. Et seulement pour travailler très fortement et toujours être constant. Donc c'était un processus et j'espère que maintenant nous avons des joueurs des classes mondiales. Et c'est une question aussi de croire, avoir de foi et de travailler très durement. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Je te remercie encore une fois de partager ton expérience très intéressante et très enrichissante. Et salutations à distance et de la partage de ses connaissances. Et pour vous, notre audience, aidez-nous à améliorer la qualité de notre programme et la qualité du contenu que nous proposons en remplissant les questionnaires qui apparaissent sur votre écran à continuation. À notre famille de badminton, préparez votre portable afin de capturer les codes QR qui apparaissent à continuation et nous vous invitons à notre prochaine session. L'influence de la fatigue sur la performance, les blessures et les aspects psychomotrices et cognitifs sur les sportifs de badminton. Celui-ci aura lieu le 29 septembre à 15h, heure de Lima, GMT 5. Où nous aurons l'honneur d'avoir la présence de le professeur Diego de Carvalho, du Brésil. S'il vous plaît, si vous avez une proposition sur un sujet, écrivez-nous via le chat. Aussi, nous vous invitons de regarder notre chaîne YouTube de la Confédération panaméricaine du badminton, où vous pouvez regarder non seulement ceci, mais des autres conférences que nous avons préparées pour vous. Au nom de Badminton Paname, nous vous remercions de votre présence et nous espérons que ces sessions vous ont fait plaisir. Salutations à distance, restez en bonne santé et à bientôt. Bon après-midi.